En Afrique de l'Ouest, les questions d'hygiène, d'assainissement et d'éducation sanitaire sont confrontées à de nombreuses difficultés, principalement dues au manque d'infrastructures sanitaires adéquates. En effet, il existe un gap considérable en infrastructures sanitaires, aussi bien dans les zones urbaines que rurales, ce qui entraîne de nombreux risques pour la santé humaine ainsi que pour l'environnement. C'est pourquoi le réseau des femmes leaders pour le développement, noué par le désir d'apporter une réponse juste qui sort de l'utopie à l'ensemble des dirigeants africains, a initié ce podcast pour que les questions de l'eau, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire soient passées au peigne fin et que d'elles, de très bonnes résolutions puissent sortir. C'est à juste titre que nous recevons pour vous notre invité de ce jour, que nous allons laisser se présenter. Bonjour monsieur le journaliste, je suis Laurence Arissou, activiste féministe et directrice exécutive de l'ONG CID Bénin. Quel état des lieux peut-on faire parlant d'innovation technologique dans le domaine de l'eau et de l'assainissement? Merci. Il faut déjà commencer par dire que l'accès à l'eau potable est un enjeu planétaire en lien avec l'objectif de développement durable numéro 6, qui est d'ailleurs de garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Donc, parlant de l'état des lieux en termes d'innovation technologique, il faut dire qu'il y a maintenant des cartouches filtrantes performantes qui permettent d'assainir l'eau. Il y a également des filtres performants à base d'argile et il faut dire que ces filtres-là sont accessibles à tous les types de communautés, que ce soit les communautés qui vivent en milieu urbain ou en milieu rural. Il y a également des innovations telles que la filtration membranaire par microfiltration où l'eau est envoyée sous pression à travers des milliers de modules tubulaires contenant de longues fibres creuses. Donc il y a plusieurs innovations technologiques dans le domaine d'assainissement. Et il y a également de nouveaux systèmes de nettoyage de l'eau qui purifie, je dirais, les contaminants chimiques et désinfecte en même temps l'eau des agents pathogènes qui sont nuisibles à l'assainissement de l'eau. Pour finir, je dirais, par rapport à cette question, il y a également l'amélioration des technologies de désinfection solaire durable au point d'utilisation et de combiner avec d'autres domaines. Donc les capteurs d'eau performants fournissent aux techniciens des informations sur l'état de l'eau et donnent également des signalements lorsqu'il y a par exemple des déversements qui peuvent polluer ou rendre l'eau non potable. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'état des lieux en termes d'innovation dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Merci pour votre élément de réponse. Nous poursuivons cet entretien, ce podcast. Et la question suivante que je m'en vais vous adresser est de savoir quels sont les facteurs qui influencent l'accès à un assainissement adapté de l'eau. Merci monsieur le journaliste. Il faut déjà dire que les facteurs qui peuvent influencer l'accès à un assainissement adapté de l'eau sont multiples et multiformes. Donc il faut déjà commencer par comprendre qu'en matière d'assainissement de l'eau, il y a 3 niveaux de traitement. Il y a le niveau de traitement primaire, secondaire et puis un dernier niveau. En matière de facteurs qui peuvent influencer l'accès à un assainissement adapté de l'eau, il faut comprendre que les voies pour aller au niveau, par exemple, des pompes communes réalisées dans les villages doivent être accessibles à la population parce qu'il ne servirait à rien que les pompes soient réalisées et ne soient pas utilisées pour favoriser ou faciliter l'accès à l'eau parce que les routes ne sont pas en bon état. Il y a également les conflits, c'est-à-dire que les conflits ont un impact direct
sur la capacité des populations à se nourrir ou à avoir accès à l'eau. Ce n'est peut-être pas le cas, je dirais, du Bénin, mais c'est le cas dans certaines régions d'Afrique où on fait ce genre de constat-là. Il y a également le changement climatique qui influe sur l'accès à un assainissement adapté de l'eau. Le changement climatique peut faire que l'eau devienne plus rare et surtout moins salubre. Donc, à ces facteurs, nous pouvons ajouter que le manque de contrôle également lors de la construction ou de l'installation de certaines latrines, que ce soit des latrines publiques ou des latrines privées, favorise par exemple des malfaçons qui entraînent des échanges entre ces dernières et les aquifères des régions à dépôt très perméables. Donc voilà un peu entre autres les facteurs qui peuvent influer, n'est-ce pas, sur l'accès à un assainissement adapté de l'eau. En matière de stratégie pour innover sur la filière de l'assainissement en matière de l'eau, il faudrait d'abord essayer de corriger une erreur que l'on constate souvent, c'est-à-dire impliquer la communauté lors des réflexions sur l'élaboration des outils ou lors de la réalisation des canaux d'assainissement d'eau. Donc, la méthode ou stratégie d'assainissement en matière d'eau peut dépendre des variables telles que les activités menées par la communauté dans la zone concernée ou dans la zone à assainir. Donc, impliquer la population afin de connaître les types d'activités qu'elle mène, qui nécessitent quelle quantité quotidienne d'eau et peuvent influer négativement ou positivement sur l'assainissement en matière d'eau. Quelle stratégie pensez-vous qu'on peut mettre en place pour innover dans la filière de l'assainissement en matière de l'eau? En matière de stratégie pour innover sur la filière de l'assainissement en matière d'eau, il faut d'abord que l'on puisse voir quelles sont les insuffisances des anciennes stratégies. Et dans ce sens, nous pouvons par exemple mettre l'accent sur le fait qu'il faut impliquer davantage les communautés dans les différentes élaborations ou lors de l'élaboration des outils ou encore lors de la réalisation des canaux d'assainissement. Il faudrait les impliquer, je dirais même les impliquer même au moment où les réflexions proposées dans ce sens-là sont en train d'être analysées par les techniciens. Parce que la méthode ou la stratégie d'assainissement en matière d'eau peut bel et bien dépendre des variables telles que, par exemple, les activités menées par la communauté dans la zone à assainir. Donc, ces stratégies peuvent être adaptées et peuvent varier d'une communauté à une autre parce que les communautés ne mènent pas forcément les mêmes activités ou les mêmes types d'activités. Et donc, impliquer la population afin de connaître les différents types d'activités qu'elle mène qui nécessitent quelle quantité d'eau et peuvent influer négativement ou positivement sur l'assainissement en matière d'eau. Quel rapport existe-t-il entre la santé publique, l'assainissement en eau potable et l'environnement? Il faut déjà que l'on commence par mettre l'accent sur le fait que l'eau est un enjeu transversal qui touche plusieurs domaines qui sont par exemple la santé publique ou l'environnement. Donc l'eau, une eau contaminée peut être liée à une mauvaise condition sanitaire qui entraîne une vulnérabilité aux maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée, la fièvre typhoïde ou encore le choléra. Donc, un assainissement insuffisant est source de transmission de maladies diarrhéiques telles que
la dysenterie par exemple. Maintenant, il faut notifier que le choléra peut conduire à une épidémie et causer ainsi des conséquences ou des dommages sur la santé publique. Donc, une consommation d'eau potable conduit naturellement à une bonne santé au profit de la population. Donc, il faut juste retenir à ce niveau que la consommation d'eau potable dans un environnement sain et bien assaini évite à la population des dommages sanitaires et donc, voilà ce qu'on peut dire. Et donc, voilà ce qu'on peut dire. Quel rôle pour quel acteur pour promouvoir et mettre en œuvre les innovations dans la filière assainissement? Merci. Je dirais concernant cette question-là que d'abord, la répartition optimale des rôles suppose aussi l'implication d'une multiplicité d'acteurs de la société civile, par exemple. Donc, les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle utile dans de nombreux domaines tels que les communications pour un changement de comportement ou encore la sensibilisation, la formation, l'information et l'éducation des populations. Elles peuvent notamment assurer la promotion et un peu plus loin, je dirais, le marketing d'assainissement pour stimuler la demande en services sanitaires et notamment en assainissement autonome. Il faudra notifier également que la participation à des campagnes de sensibilisation, que ces campagnes de sensibilisation soient initiées par exemple par les autorités gouvernementales, en l'occurrence le ministère des Affaires sociales par exemple, ou le ministère de l'Environnement, mieux encore le ministère de l'Eau. Il faudrait veiller à impliquer tous les acteurs, donc toutes les couches de la société. Par exemple, en initiant des formations pour les artisans, en œuvrant pour la promotion de l'hygiène sanitaire et l'éducation des populations une fois encore, afin d'influencer les comportements sanitaires des communautés. La police nationale, qui est un acteur non négligeable, a aussi son mot d'ordre puisqu'elle joue un rôle d'appui aux services techniques chargés donc de l'assainissement, je dirais, pour faire respecter la mise en œuvre des textes réglementaires et législatifs en la matière. On ne saurait aborder un tel point, je dirais, sans parler des ménages qui sont aussi des acteurs non négligeables à prendre en compte, car ces derniers constituent, comme vous le savez bien, un groupe très important dans le système actuel de gestion des déchets. Donc, ils assurent la production des ordures, la pré-collecte et le premier conditionnement des ordures ménagères avant que les autorités municipales, qui elles constituent également une autre couche d'acteurs, ne jouent le dernier rôle, je dirais, du ramassage, de déversement ou de transformation des ordures. Donc, le rôle des acteurs pour promouvoir et mettre en œuvre les innovations concernant la filière d'assainissement, c'est un tout. C'est une multitude d'actions pour je dirais, pour plusieurs types d'acteurs. Voilà. Alors, quelles sont à cet effet les stratégies à mettre en place pour développer le recyclage des eaux usées et pour améliorer l'accès à l'eau et à la sécurité alimentaire? Alors, je dirais en termes de stratégie qu'il faut d'abord comprendre que malgré tous les avantages économiques et environnementaux et que soit la situation de stress hydrique, je dirais, ou encore les garanties techniques et scientifiques concernant l'hygiène et la santé, les projets de réutilisation des eaux usées épurées en eau potable inquiètent parfois. Ça, c'est une vérité à souligner ou à soulever. Il est donc important
de répondre aux interrogations des communautés. Donc, tout projet de réutilisation des eaux usées traitées en eau potable nécessite des efforts transparents et honnêtes d'explication et de sensibilisation par les acteurs qualifiés et des décideurs qui ont fait leurs preuves et qui partagent aussi des valeurs qui inspirent la confiance. Donc, toutes les parties prenantes doivent être incluses dans ce système-là afin que cette stratégie, par exemple, soit vraiment efficace. Donc, pour agir de manière adéquate et durable, il est primordial de proposer des options techniques et organisationnelles, voire financières, qui trouveront un accueil favorable auprès des usagers. Il convient donc d'analyser la demande pour appréhender les pratiques et points de vue des usagers et, si nécessaire, repartir dans la communauté pour poser un diagnostic afin d'établir une comparaison. Et tout ceci, c'est pour que la stratégie soit vraiment efficace, c'est-à-dire que les acteurs et les décideurs qui ont fait leurs preuves, que ce soit eux qui partagent aussi des valeurs qui inspirent la confiance pour mieux expliquer la stratégie concernant le recyclage des eaux usées à la population. Concernant les eaux usées à la population, que peut-on comprendre d'abord par valorisation des déchets organiques par le lombricompostage? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et il faut d'abord que l'on lève un coin de voile sur cette terminologie ou ce mot-là. Donc, il faut comprendre déjà par là que le lombricompostage est un fertilisant fabriqué par des lombrics. C'est comme un amendement organique de qualité agronomique qui se produit par la transformation de fumier ou, si vous le voulez encore, de déchets organiques. Donc, je reviens maintenant à votre question pour dire que la valorisation des déchets organiques par le lombricompostage, qu'on peut encore appeler vermicompostage, est une technique naturelle. C'est une technique naturelle qui consiste à placer dans un récipient le lombricomposteur des vers de terre lombriques, c'est-à-dire les vers de terre sont appelés encore lombriques, qui absorbent les déchets et les transforment maintenant en compost. Donc, le fonctionnement du lombricomposteur est sans conteste le plus simple d'utilisation. Plusieurs plateaux sont placés les uns sur les autres et permettent une rotation des bacs aisément, laissant ainsi le lombricompost en cours de maturation en bas et la dépose sur les déchets en haut. Le module du bas portant un cône étant toujours celui de la récupération de l'engrais liquide appelé thé de verre qui se prélève facilement à l'aide d'un petit robinet. Donc le recyclage par lombricompostage s'avère être une solution très écologique pour traiter les déchets organiques au quotidien et les transformer en engrais 100% organique et très riche appelé lombricompost. Il est parfaitement adapté aux besoins des citadins et ne dégage pas d'odeur lorsque toutes les conditions d'hygiène et d'assainissement sont respectées. Alors, dans la même logique, je m'en vais vous demander comment peut-on mettre en place des mécanismes ou des services adéquats pour améliorer les conditions de vie de la communauté en termes d'hygiène et d'assainissement. Alors, je commencerai par dire, concernant cette question-là, que pour améliorer les conditions de vie de la communauté en termes d'hygiène et d'assainissement, on peut agir
à travers la mise en place des projets de construction, par exemple, des stations d'épuration dans chaque ville ou à proximité de chaque village afin de pouvoir appliquer aux eaux usées les différents procédés de traitement. Ce traitement-là ne consiste pas à l'élimination totale des impuretés présentes dans cette eau, mais à la rendre conforme aux normes de rejet, afin de respecter l'environnement et faciliter sa potabilisation lors de sa réutilisation. Car il faut le dire, de plus en plus une eau est moins polluée, plus il est facile de la rendre potable. Aussi, les initiatives de distribution de dispositifs de lavage de mains dans les ménages, la construction et la réhabilitation des latrines équipées d'eau, savon ou cendres, les différentes campagnes de salubrité, la destruction des zones de défécation à l'air libre sont entre autres des mécanismes qui vont dans le sens de l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et des comportements favorables à la bonne santé. Voilà. Alors, quel plaidoyer pouvez-vous donc faire pour amener les organisations de la société civile et tous les décideurs à se concentrer sur le traitement des eaux usées pour leur réutilisation? En termes de plaidoyer, je dirais qu'il faut que ces acteurs-là puissent comprendre que sans l'eau, rien ne vit et sans l'eau, rien ne pousse. Donc, le traitement amélioré des eaux usées, l'augmentation de la réutilisation favorise la transition, je dirais la bonne transition vers une économie circulaire en contribuant à la réduction des prélèvements d'eau et à la perte des ressources dans les systèmes, je dirais, de production et les activités économiques. Donc, les rejets d'eau usée non traitée peuvent avoir de graves effets sur la santé humaine et l'environnement, notamment des épidémies, des maladies vectorielles transmises par l'alimentation et l'eau, ainsi que la pollution et la perte de la biodiversité. Donc, l'exposition de groupes, notamment des femmes et des enfants, à des eaux usées, partiellement traitées ou non traitées, exige une attention particulière. Et au vu de tout ça, ça devrait quand même être une préoccupation très urgente pour les OSC et pour les décideurs également, parce que c'est un tout, c'est une complémentarité. Il faut des actions complémentaires, mais également des actions communes. Donc, il faudra que l'on ajoute que le traitement des eaux usées conjugué à la réutilisation présente également des avantages directs importants pour le climat. Donc, puisque le traitement des eaux usées conjugué à la réutilisation présente des avantages directs importants pour le climat, ça devrait également inciter ou motiver les OSC et les décideurs à se concentrer sur le traitement des eaux usées pour leur réutilisation. Eh bien voilà, merci pour tous ces éléments de réponse. Nous sommes en train d'atterrir et je voudrais vous demander quel serait votre mot de fin au vu de tout ce développement que vous venez de faire et qui d'ailleurs va aider nos décideurs à prendre de très bonnes résolutions pour que l'assainissement soit une effectivité sur notre continent. Merci. Comme mot de fin, je dirais juste que la question d'accès à l'eau devrait préoccuper tout le monde, tous les acteurs, décideurs, acteurs d'organisations de la société civile, citoyens,
membres de la communauté, qu'elle soit d'une communauté rurale ou d'une communauté urbaine, puisque nous sommes avant tout, quelle que soit notre position, des consommateurs d'eau, l'eau source vitale. Alors, pour finir, je dirais que nous sommes dans un monde où la demande et la consommation en eau douce connaît une énorme croissance et où la protection de l'assainissement est primordiale, voire, je dirais, une obligation. Il est tout simplement important de bien gérer l'eau, qui est également une source importante et vitale pour nous et notre environnement. Donc, gérer rationnellement l'eau, veiller à son assainissement et travailler pour que les communautés rurales puissent avoir également accès à l'eau, mais surtout à l'eau potable. Je vous remercie. Nous vous remercions également pour nous avoir accordé quelques minutes pour échanger sur cette question vraiment très importante qui relève du domaine de la santé